C'est-à-dire que ça dépend à quoi on compare. Si on compare aux précédents candidats socialistes, c'est plutôt moins mal. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais assez dévasté dimanche d'entendre ces espèces d'envolées lyriques sur les méchants banquiers, les finances, la finance sans visage. On se dit c'est quand même intellectuellement et moralement assez pathétique. En même temps, je me disais en l'entendant, c'est horrible, mais comme il doit faire quand même une cabriole de gauche et faire entendre quelque chose qui résonne dans le cœur des Français qui sont assez profondément anti-finance au titre de leur héritage, à la fois, je vais dire, catholique et marxiste, pour la faire courte et simple, il vaut mieux qu'ils disent quelque chose que tout le monde pense déjà, même si c'est fou et à mon avis un peu dangereux, mais peu importe, il vaut mieux ça que de nous annoncer des dépenses publiques nouvelles. Donc je me disais, dans le fond, il y a une certaine tenue et il y a une certaine tactique dans le choix de folie et d'envolée lyrique qui ne coûte rien. Donc j'étais assez optimiste dimanche et je me disais, dans le fond, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un candidat de gauche qui proposait aussi peu de dépenses nouvelles. Donc je trouvais que c'était vraiment bien. Alors depuis hier, je révise un peu mon jugement parce que quand on fait la liste des courses précisément, et pour être très honnête, il a été honnête. Il a été honnête hier, c'est qu'il a tout mis sur la table. Il a dit j'augmente la cotisation. On lui en fait crédit d'ailleurs. Voilà. Ça va. En gros, il a annoncé hier, ça va faire mal. Comme on est dans une grande phase de masochisme politique, c'est-à-dire que tout le monde promet du sang, de la sueur et des larmes, c'est pas forcément d'ailleurs un mauvais calcul, mais du moins du point de vue de l'honnêteté, je pense que c'est pas mal. Mais après avoir regardé de près la liste des courses, on tremble quand même un peu. Alors encore une fois, ça dépend du point de comparaison. Par rapport aux candidats socialistes précédents, c'est moins pire. C'est-à-dire que Jospin annonçait quand même, je vous rappelle, les 35 heures, 850 milliards d'emplois jeunes, là il y en a 2,5. Donc on s'en tire plutôt moins mal que ça aurait pu. Et surtout, et j'insiste sur ce point, parce que moi je veux bien qu'on fasse le procès d'une certaine irresponsabilité, disons vestigiale de la gauche, mais par comparaison à la droite, c'est quand même ce qu'on pouvait craindre de moins pire. Je vous rappelle qu'on est dans un pays absolument unique au monde à ce titre, où la droite propose sans arrêt des dépenses nouvelles, prétend faire des plans d'économie qui consistent à augmenter les impôts, prétend tout régenter, centraliser, décréter le prix de tout, des loyers, des machins, etc. Donc honnêtement, vous êtes le patron de la gauche dans un pays où la droite est de gauche, le moins que vous puissiez faire, c'est d'être à peu près autant de gauche que la droite. On ne peut pas mettre en demeure la gauche d'être plus à droite qu'une droite qui est très à gauche. Voilà, donc moi je suis assez triste à certains égards de voir que, au bout du compte, on a un truc qui est un peu chèvre-chou, et qui quand même, il y a quand même ce que disait Jean-Marc Daniel dans son dernier bouquin, Le socialisme de l'excellence, que je recommande à tout le monde, c'est un merveilleux bouquin. La gauche a perdu de vue que son objectif c'est l'extinction de la pauvreté et pas l'extinction de la richesse. Donc on voit quand même malgré tout qu'il y a cette idée qu'il faut taper sur les riches, qui est une idée fausse et bête. Mais et quand on regarde finalement, on n'a rien, et y compris chez Sarko, qui soit de la taille de la rupture dont nous avons besoin pour enclencher une mécanique de croissance. Moi, j'ai fait le compte. La taille, c'est-à-dire qu'il nous trouve 30 milliards de recettes nouvelles face à 90 milliards de déficit, et prenez par exemple, effectivement, les dépenses. Prenez par exemple le sujet sur les PME, très intéressant. Le sujet sur les PME, effectivement, tous les problèmes de l'économie française seraient résolus si nous avions les fameuses 10 000 PME qui nous manquent par rapport à l'Allemagne, on n'aurait pas de chômage, on aurait, etc. Est-ce que vous croyez que c'est les petites mesures qui ont été annoncées, malgré la prise de conscience, qui vont faire ça? Sur le coût du travail, moi je partage pas tout à fait la vision de Hollande qui dit que ça n'est pas un problème. Mais admettons que ce soit un problème. Prenons la mesure Sarko sur la TVA sociale qui sera annoncée. On voit bien que ça n'est qu'un tout petit élément de ce qui devrait être. Ça va être réduit à 2 points, 13 milliards. De compétition. Donc ce que je veux dire, c'est que d'un côté comme de l'autre, on a des choses qu'on peut considérer comme allant dans le bon sens, mais qui sont d'une ampleur beaucoup trop faible. Et moi, ce qui me soucie, c'est que les deux réformes qui sont, à mon avis, les mères de toutes les réformes et de tous les déblocages de la croissance, qui sont, le déblocage de toutes les contraintes administratives, en premier lieu sur le marché du travail, par exemple, et la deuxième réforme qui a été dans tous les grands pays occidentaux la mère de toutes les autres, c'est-à-dire la réforme de l'État et de la dépense publique. Pas un mot chez François Hollande. C'est les deux vrais sujets. Rien n'a été fait chez Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et on a même été dans l'autre sens. Et donc, finalement, derrière des programmes qui ont des affichages très différents sur les priorités, au final, au bout du compte, dans le résultat, ils seront pas très différents. C'est la grande... On verra. Mais ce que je veux dire, c'est que un Sarko réélu pourrait peut-être, précisément parce qu'il ne serait plus soumis à réélection, vous surprendre pour répondre à votre question. D'accord, mais s'il fait campagne en nous disant je vais augmenter la TVA, je vais supprimer les 35 heures... Campagne de gauche, comme d'habitude. Voilà, c'est l'UMP qui est à gauche. Donc, rien de palpable et de suffisant pour créer de la croissance à l'UMP, rien n'est suffisant non plus au Parti socialiste. Comment on fait?
Ça veut dire qu'on, même dans l'état que nous connaissons d'un pays qui est au bord de la récession avec 10% de chômeurs, on n'arrive pas à avoir l'électrochoc qui permet de se demander si la santé doit rester gratuite pour tout le monde ou pour tout type de soins, même les petits soins de la vie de tous les jours, s'il faut conserver des allocations chômage aussi généreuses qu'elles le sont, s'il faut ajouter au système de retraite par répartition un autre système de retraite. On a aujourd'hui un modèle français au sens large, qui prend l'eau de toutes parts. C'est l'évident. Qui est lézardé au point qu'on finit par produire les effets inverses de ce à quoi est censé aboutir ce modèle français, c'est-à-dire on produit des inégalités, on produit des avantages acquis, on produit des enrichissements sans cause. Des enrichissements sans cause, absolument. Ce modèle tourne à l'envers. Là, on a un programme qui essaye d'être cohérent avec la philosophie de la gauche et gérable sur les 5 ans à venir. C'est très bien, mais ça n'est pas un nouveau projet pour la France. Ça n'est pas une ambition pour la France. Ça n'est pas le projet qui va nous relancer dans une compétition mondiale dont nous sommes de plus en plus décrochés. Donc c'est bien ça qui est dommage, c'est que on pouvait espérer que après cette crise, on attendait déjà 2007. Après cette crise, on se disait voilà, il y a peut-être enfin des choses qui vont se produire, et que là finalement on a 2 petits programmes gestionnaires je dis 2 petits, alors on n'a pas les éléments encore de celui de Sarko, compte tenu de ce qu'il y a sur le site UMP, on peut déjà avoir une idée. On n'a pas de grands programmes moi cet électrochoc sur le réarmement du modèle français, le renforcement, je veux dire, de ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre pôle de production. Moi, je ne vois rien dans tout ça qui m'indique que les tendances actuelles vont s'inverser. Un très court instant sur le système à bout de souffle, etc. Moi, j'achèterais volontiers l'idée qu'on est dans une crise définitive qui met tout à bas et qui nous oblige à repenser intégralement si la France était le monde. Je ne sais pas si votre auditeur, téléspectateur, a observé qu'il y avait aux portes de la France des pays qui vont bien. Je prends 3 exemples au hasard. Alors évidemment, je suis prudent, je ne veux pas me faire traiter d'affreux libéral. Je ne vous parlerai pas, surtout pas au resco référence des États-Unis, qui vont pas très bien d'ailleurs pour le moment, du Royaume-Uni qui traverse une crise, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie qui vont très bien. Non, je ne parlerai pas des affreux anglo-saxons antisociaux. Je vais vous parler de gens fréquentables où les autoroutes sont goudronnées, où on peut aller chez le dentiste sans se ruiner pour 5 générations, qui sont des social-démocraties généreuses confrontées à des flux d'immigration solides, exactement comme la France, et ils sont à nos portes. Je parle de la Suisse, je parle des Pays-Bas, je parle de l'Allemagne. Ces pays-là sont dans des niveaux de taux de chômage qui sont entre 30% et 70% de moins que le nôtre. Or, ils sont plus exposés que nous à la mondialisation, ils ont les mêmes objectifs en termes de choix sociodémocrates, etc. Donc, on n'est pas dans l'effondrement d'un système, on est dans l'effondrement d'un modèle, entre guillemets, français, qu'on appelle au passage modèle par antiphrase, parce que personne n'a jamais souhaité limiter. Le propre d'un modèle, c'est quand même que les gens limitent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « Ah, la France, c'est formidable, je veux faire pareil ». Ça n'existe pas. Mais, fermons cette parenthèse, le modèle français, entre guillemets, est à bout de souffle. Ça n'est pas le capitalisme qui est à bout de souffle. Il vit un moment difficile, il vit une crise, il a commis des excès, c'est le propre du capitalisme. Mais regardez ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre, vous voyez que le capitalisme, l'économie de marché sont compatibles avec une prospérité globale qui se traduit par moitié moins de chômage que chez nous et beaucoup plus d'optimisme. C'est pas le système, c'est nous le problème. Je vous écris, Philippe, tout de suite les 2 mails qui vont arriver et beaucoup de gens le pensent. Ah, monsieur Manière, vous voulez donc transformer le travailleur français en travailleur chinois, et 2. J'ai pas dit la Chine, j'ai dit la Suisse. Je pense que la personne aurait mal entendu. Ah oui, non, mais ça va. Et 2, oui, mais regardez les lois Hartz et l'agenda 2010 de Gerhard Schröder, ça a conduit à plus de 7 millions de mini-jobs en Allemagne qui n'aboutissent jamais à des CDI. Et vous avez des travailleurs précaires en Allemagne qui sont légion et par wagon. Nicolas, c'est pas Emmanuel Le Chypre. Nicolas, c'est pas faux, mais une fois que vous avez lu cet excellent bouquin qui est Le Quai d'Ouistreham, je veux dire, est-ce que vous trouvez que le sort des travailleurs précaires français, il est plus enviable que celui des mini-jobs allemands? Il faut lire ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, puisque ça a été un vrai succès. Ce livre est un chef-d'œuvre de réalisme sur ce qu'est la vie de millions, et je dis bien de millions, de travailleurs précaires français. Donc, précaires ou pas précaires, mais qui n'ont pas de perspective. C'est-à-dire, ce qui est terrible en France, c'est ce qui peut vous arriver de mieux, c'est de pas perdre votre boulot. Voilà, c'est ce avec quoi il faut qu'on rompe. Vous avez vu le rapport de la Banque mondiale
qui cite les 3 visages de cette politique de l'autruche qui explique les drames de l'Europe. Des gens qui ont un boulot et qui ont une trop grande sécurité de l'emploi, alors je vais me faire haïr en disant ça, des gens qui n'en ont pas et qui ont une protection généreuse sans équivalent et une facilité à prendre sa retraite. Voilà ce que nous dit la Banque mondiale. Évidemment, elle est à Washington. Ah oui, c'est certainement une organisation émanation d'un suppo-libéralisme américain. C'est ça qui est terrifiant dans le modèle français, c'est que on a l'impression que les Français sont convaincus que en fait ce qui est bien pour eux c'est ce qu'ils vivent, alors que c'est au contraire, c'est ça. Ils veulent protéger une réalité qui en fait les enfonce, etc. Prenez ce marché du travail il n'y a pas un marché du travail qui protège plus les gens qui ont déjà un emploi contre ceux qui n'en ont pas. Il n'y a pas un système qui donne aussi peu de chance aux gens des classes sociales les plus populaires d'avoir une éducation convenable qui va les élever dans l'échelle sociale. Et vous pouvez multiplier le logement. Si on fait cet encadrement des loyers, par exemple, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir que les gens qui ont déjà des logements ne les lâcheront plus et qu'on arrivera au même type d'exclusion que sur le marché du travail. Impossible de se loger. Ou alors il faudra avoir 2 générations de garantie. Le SMIC, que tout le monde croit comme étant le summum de la protection du travailleur, c'est une machine à fabriquer des chômeurs et des travailleurs pauvres, parce que vous n'avez aucune perspective de promotion une fois que vous êtes au SMIC, et surtout quand on et que comme c'est un salaire minimum qui est trop élevé, il y a des gens qui effectivement. Vous avez dit le SMIC est trop élevé. Oui, ça va y aller. Trop élevé, mais bien sûr, parce que il faut pas croire que parce qu'en France, on demande aux entreprises d'assurer le revenu total des salariés. Ouais. Si vous aviez, comme aux États-Unis par exemple, un système dans lequel vous pouvez travailler pour moins cher et que vous avez la compensation par un système d'impôt négatif qui fait que vous avez au final un revenu décent, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'avec un SMIC, quelqu'un qui travaillerait pour moitié moins que le SMIC, on peut vivre décemment en France. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que, par exemple, prenez l'exemple des mères célibataires, qui est quand même un cas très fréquent. Une mère célibataire aux États-Unis, elle gagne quand même 40% de plus grâce à ce système qu'en France. Donc arrêtons de croire que nous protégeons les Français alors que nous ne faisons que les appauvrir, les exclure et les empêcher d'avoir des perspectives. On leur a créé le statut de l'auto-entrepreneur qui en fait est de l'auto-emploi, histoire de se fabriquer son complément de SMIC. Mais l'auto-entrepreneur ne fabriquera pas des PME et des grandes entreprises, comme le microcrédit n'a jamais fabriqué non plus de grandes entreprises. Voilà. Alexandre Sebaud. Emmanuel l'a très bien résumé. Le drame de la France, c'est qu'au lieu de traiter nos problèmes de fond et de changer le système dans lequel on évolue, qui est inefficace, créateur d'inégalités et destructeur de richesses, on vient corriger certains de ces symptômes avec des mesures qui aggravent in fine le phénomène et qui font perdre toute lisibilité à notre environnement. Et donc, on n'arrive à rien. Et vous savez... Je pense qu'en complément, enfin ça a été très bien rappelé par 2 autres invités, on pédale à côté du vélo. C'est-à-dire que toutes les mesures qu'on prend vont à l'encontre de l'objectif qu'on professe. L'exemple, je veux juste le résumer, mais aujourd'hui on dit il faut renforcer, c'est l'entreprise, la création de richesse. Mais dans l'entreprise, on peut dire que c'est pas bien, il faut du capital. Donc il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent dans l'entreprise. Sinon, c'est très rare que vous fonctionniez avec 0 capital. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre système fiscal, ça a été très bien rappelé, c'est quoi? Ce qu'on met là, c'est à peu près ce qui va être le plus taxé. Exactement. Quand on fait des emprunts d'État, on les met dans de l'assurance vie, de l'obligataire, on paye rien. Quand on a un peu d'argent à court terme, on le met sur un livret A pour peu qu'on soit avec une famille raisonnablement nombreuse, on peut en mettre pas mal, c'est pas du tout taxé. Quand on fait de l'immobilier, on l'habille comme il faut, résidence principale, etc., etc. C'est pas taxé. Qu'est-ce qu'on taxe? Finalement, c'est l'investissement dans le capital productif. J'ai un auditeur, et c'est pareil partout. Eric, il dit l'immobilier, c'est la prochaine vache à lait de l'État. Soyez patient, la France est lente, mais ça viendra. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? On peut pas vouloir blanc et tout faire pour que ce soit noir. Et c'est ça le drame de la France, c'est qu'on oublie quel est l'objectif. Je vais prendre un autre exemple qui est fascinant, c'est, même si c'est pas un sujet très populaire, c'est l'ISF. Oui. L'ISF, ça taxe les obligations au sens large, les revenus du capital réguliers. Ça taxe l'immobilier, ça taxe pas tout ce qui rapporte rien, œuvres d'art, meubles, enfin ces choses-là. Et puis ça taxe les biens productifs, tout ce qui est les actions et l'investissement dans l'entreprise. Il y a des seuils, mais effectivement au-delà. Globalement. Oui, globalement. L'idée de détaxer les œuvres d'art, par exemple, c'est un truc de dingue. Globalement, si vous voulez taxer l'immobilier, vous avez la plus-value sur les reventes et vous avez la taxe foncière. Si vous voulez taxer les obligations, c'est ce que Hollande a proposé, il suffit de taxer les revenus du capital au barème du revenu du travail. Vous calez un barème pour que ça soit efficace. Ce qui est pas taxé parce que ça rapporte rien, les quelques sujets qui sont pas traités, on l'oublie. Donc vous remplacez l'ISF par une majoration de ces 2 sujets et vous libérez
toute la partie investissement productif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Exactement le contraire. Et après, on dit, on n'a pas de business angel, on n'a pas d'argent, les banques prêtent rien, les sociétés sont pas assez rentables. Tout ça, c'est des gros méchants. Et nous, on finit avec quoi? Moins d'emplois, moins de croissance et 4 millions de chômeurs qui, honnêtement, vivent pas une belle vie dans notre beau pays. Annabelle, elle dit à Philippe Magnard, vous devriez voyager davantage. Allez voir le monde, notre modèle est envié partout. Ah bah dites-moi, il faut qu'elle me dise où elle va. Probablement à Cuba et en Corée du Nord en vacances, Annabelle. Je ne connais personne qui envie le modèle français. Juste un exemple. Il faut faire la part. On envie la France plus que le modèle. Mais la France, bien sûr, il y a 80 millions. C'est ça qui est formidable. Moi, je suis en train de finir un bouquin sur le sujet. Il y a 80 millions de gens en France qui viennent tous les ans, non pas seulement pour voir les châteaux de la Loire et monter au-dessus de la Tour Eiffel, mais pour goûter à l'art de vivre à la française, qui nous a rendu célèbres dans le monde entier. Vous pouvez pas ouvrir une revue sans qu'on parle de ça. Sauf que les Français l'ont oublié. Nous sommes le peuple le plus pessimiste du monde. Nous avons le taux de chômage le plus élevé de tous les grands pays de l'OCDE depuis 20 ans en moyenne. Donc, ce que dit Annabelle est sûrement vrai. Les gens qui ne nous connaissent pas et qui voient les belles images avec la Tour Eiffel et les défilés de mode, qu'elle pense aussi aux assédiques, elle pense à la Sécu, elle pense à la retraite. Si elle pense à la capacité de frauder, la capacité pas forcément de frauder, au formidable confort que prévoit l'État-providence et que l'on essaye de sauver. Avec comme prix 70% de Français qui sont pessimistes sur l'avenir et sur eux-mêmes. Donc, pardon, si vous voulez, c'est comme la surconsommation d'antidépresseurs. C'est-à-dire que c'est vrai, il vaut mieux prendre des antidépresseurs que de sauter par la fenêtre et il vaut mieux avoir de très nombreuses personnes qui sont aux allocations plutôt que d'avoir des gens qui sont très malheureux. Mais c'est évidemment beaucoup moins bien que d'avoir un pays dynamique qui crée des emplois et qui est optimiste parce que précisément il réussit tout simplement. Alexandre. Non, justement. Elle l'a très bien rappelé, on est vraiment, je dirais pas à la dernière heure, mais on s'approche du moment où on n'aura plus les moyens de remettre la France en ordre de marche. Ça fait un an qu'on le dit, ça, Alexandre. Oui, mais manifestement... Ça finira par être vrai. Mais voilà, un jour ce sera vrai, et ce jour-là, ça fera très mal. Et ça fera d'autant plus mal que vous êtes dans la partie basse des revenus. C'est-à-dire, comme ça a été rappelé, comme l'a dit quelqu'un de très bien, rendre les riches moins riches n'a jamais rendu les pauvres moins pauvres. Il faut juste savoir c'est quoi notre objectif. Je pense que l'objectif qu'on doit tous avoir, c'est de redonner de l'attractivité au site France et de remettre la France en ordre de marche pour qu'on crée tous les jours plus de richesses. Alors, urgemment besoin. Jean-Pierre est Aix-en-Provence. Diminuer les dépenses, ça veut dire simplifier l'administration, fusionner des communes, supprimer des échelons départementaux, nous y voilà. Fusionner certaines régions, donc diminuer le nombre d'élus et de fonctionnaires. Et les partis sont d'abord constitués et dirigés par ces mêmes élus, dit-il. Et vous savez, encore une fois, quand votre auditeur tout à l'heure parlait parce qu'on parlait tout à l'heure des réformes qui ne coûtaient rien. Ah, c'était le dernier, c'est Marc, oui. Il voudrait savoir de quoi on parle quand on parle de ces réformes qui seraient possibles sans coûter de l'argent. Parce que tout simplement, quand les leviers traditionnels de la politique économique, que sont la politique monétaire, avec des taux à zéro, donc on peut plus rien faire, et la politique budgétaire, quand les caisses sont vides, vous ne pouvez plus rien faire, vous faites sauter les verrous qui bloquent la croissance au niveau microéconomique. Et c'est ce qu'est en train de faire, par exemple, Monsieur Monti, en Italie. Vous, par exemple, vous déréglementez un secteur comme le transport, qui était en Italie un secteur très réglementé, dans lequel les prix étaient très élevés. En Allemagne, par exemple, vous libéralisez un secteur comme le commerce de détail, qui était excessivement réglementé. En France, vous avez tout un tas de professions qui sont également très réglementées. Pour être coiffeur, pour être professeur de tennis, il faut avoir un diplôme. L'aspirine coûte entre 5 et 10 fois plus cher en France que dans les autres pays où on peut se la procurer ailleurs que dans une pharmacie. Les taxis sont introuvables à Paris alors que leur tarif a pratiquement doublé en 10 ans. Enfin, on n'en finirait pas de dire ce qui est la marque, la conséquence directe de cette espèce de malthusianisme français. Faire sauter ça, ça ne coûte alors rien du tout. Alors, il y a quand même quelque chose aussi auquel il faut faire attention. C'est un certain nombre. C'est même pas sûr. Les pays qui ont fait ce genre de réforme, ça a tangué pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis ensuite c'est juste rentré dans l'ordre. Il y a aussi emprunt, justement. Il reste plus, à mon avis, qu'un seul axe de redressement politique pour notre président sortant, c'est d'imposer la politique de l'offre par rapport à la politique de la demande, c'est ça quand même. Ça n'a jamais été ses convictions. Le problème fondamental, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas la moindre conviction, ce qui d'ailleurs est agréable au titre où il n'en a pas de mauvaise, mais comme il n'a pas la moindre conviction, ça lui interdit de faire ce qu'ont fait personne en Suède, Douglas en Nouvelle-Zélande, Thatcher ou Reagan aux États-Unis, gauche ou droite, et au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dire et dire aux Français, voilà où est le pays, voilà où je veux l'emmener, parce que j'y crois, j'ai lu, je connais, je sais que ça marchera, et je vous y emmène en confiance, même si ce sera dur. Il ne peut pas faire ça, car il n'a pas ses convictions qui seraient nécessaires pour le faire. On doit arrêter.
Il y a enfin, Christian, s'il n'y a rien de part et d'autre dans les programmes pour doper la croissance, c'est la démonstration que le système politique capitaliste libéral est à bout de souffle et qu'il faut autre chose. Ah ben là on mélange. Un grand classique. On mélange tout. Ouais, mais non, parce qu'on peut pas. Non, le système politique capitaliste libéral, manifestement, il y a quelque chose qui va pas quand on met les trois mots ensemble. Je crois que le système politique, il est tout sauf capitaliste et libéral. Ce qui est extraordinaire quand vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ou même sur la boîte mail des experts sur BFM Business, le mot néolibéral, libéralo-américain revient systématiquement. Il y a une espèce de spectre. C'est pour discréditer la personne avec qui on discute, c'est ce qu'il y a de mieux dans la logomachie française. Moi, ça fait 25 ans que je le vis, donc je peux vous en parler tranquillement. Ça n'est pas grave, il faut faire avec. Mais en France, si quelqu'un peut vous soupçonner d'être libéral, fût-ce à tort, alors vous êtes discrédité, vous ne pouvez plus parler. J'aurais